Bonsoir à tous, merci de nous accueillir chez vous comme chaque jeudi entre 20h et 21h pour votre émission Santé 10. Vous le savez, votre santé est une priorité. Ce soir, avec des professionnels de santé, nous parlons du cancer colorectal. Le cancer colorectal. Pour vous en parler, nous sommes ce soir avec le docteur Joël Hotz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes oncologue radiothérapeute, c'est bien ça? Exactement. Juste à côté de vous, le docteur Vincent Le Tong Savane, j'ai bien prononcé? Oui, très bien. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes pathologiste et médecin chargé de mission scientifique au CRCDC. Tout à fait. Bonsoir à Marie-Paul Fernandez de la Ligue contre le cancer, donc secrétaire générale du comité Guadeloupe, Ligue contre le cancer. Bonsoir à tous, bonsoir Brigitte. Un magnifique programme pour vous. Mars Bleu, la Ligue a vraiment pointé du doigt quelques rendez-vous. On en parle dans un court instant. On va dire bonsoir à notre docteur, à nous, qui est un habitué de l'émission Santé 10. Docteur Sablier, bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Merci d'avoir répondu à notre invitation une fois de plus. Vous êtes gastro-entérologue, on le rappelle aux téléspectateurs. À côté de vous, on a le docteur Morgane Anila Nelson. Bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir à tous. Vous êtes chirurgienne viscérale et digestive, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, ce que je propose, pour que nous puissions bien expliquer aux téléspectateurs chaque spécialité, je propose qu'on fasse un petit tour déjà pour leur expliquer un petit peu la fonction de chacun. Comme ça, ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que ça vous va? Vous savez, ici, c'est si vous êtes d'accord, hein, vraiment, n'est-ce pas, docteur Nelson, hein, tranquillement. On est d'accord. Si vous êtes d'accord. On va commencer avec le docteur Joël Hotz, oncologue radiothérapeute. Bonsoir. Donc, effectivement, ma spécialité, l'oncologie radiothérapie, consiste à traiter les cancers avec des rayons X à l'aide de radiation ionisante. C'est un traitement local ou loco-régional qui est indiqué à viser, qui a plusieurs indications. Donc, il y a des indications curatives, ça peut être une alternative à la chirurgie. Il y a des indications préventives ou prophylactiques pour avoir un terme un peu plus technique, pour éviter la rechute, donc en post-opératoire par exemple. Et il y a des indications également à visée symptomatique, antalgique, décompressive. Donc c'est un traitement dont on bénéficie en Guadeloupe. Donc il faut savoir que tous les centres, tous les hôpitaux, même en France hexagonale, ne sont pas équipés de services de radiothérapie. Donc on a quand même la chance d'avoir un plateau technique au CHU de Pointe-à-Pitre. Et j'ai rejoint l'équipe il y a 4 mois. Voilà, alors on est super heureux, hein, toute l'équipe de Canal 10, de vous avoir tous ce soir sur le plateau. Ça nous permet de dire ce qu'on peut faire déjà chez nous, en Guadeloupe, et de montrer aussi comment on a vraiment une équipe intergénérationnelle et une belle équipe. Docteur Le Tong Savane, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre spécialité? Oui, bon, rebonsoir. Alors les médecins pathologistes ou anatomopathologistes, ce sont des médecins qui sont spécialistes dans le diagnostic des maladies, comme le nom l'indique. Donc le cancer en fait partie, et en fait c'est comme le radiologue, mais pour tous les prélèvements qui sont issus du corps humain, excepté le sang. Donc c'est issu par exemple à la suite d'une chirurgie, on a une pièce opératoire, ou à la suite d'une biopsie qui peut se faire par voie directe ou par voie détournée en célioscopie ou en endoscopie. Tout ceci est analysé pour aboutir à un diagnostic et à des indications thérapeutiques qui vont définir pour chaque patient un diagnostic et un compte-rendu adapté et vraiment personnalisé avec un traitement précis pour chaque patient. Chaque patient aura
un compte-rendu différent. Docteur Sablier, rappelons aux téléspectateurs en quoi consiste le travail du gastro-entérologue. Alors, nous sommes les plombiers sanitaires du service. Nous tuyautons, c'est-à-dire qu'à la demande du médecin traitant ou du patient, en général du médecin traitant, et en accord avec d'autres spécialistes, on nous demande d'aller sur place pour regarder et surtout pour prélever, décrire des lésions et prendre des prélèvements que l'on va envoyer au pathologiste qui va préciser la maladie. Donc, nous avons une fonction clinique, diagnostique, mais aussi on a une fonction thérapeutique parce que on soigne, on traite avec des médicaments, avec parfois un régime, ce que les gens n'aiment pas trop entendre. On envoie au chirurgien parce qu'il y a nécessité d'enlever quelque chose qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Et nous sommes souvent, et en particulier pour le thème de ce soir, le cancer colorectal, on est au cœur du dispositif. Et la transition est toute faite pour que nous puissions nous retourner du côté du docteur Morgane Anila Nelson, qui, elle, est chirurgienne, mais viscérale et digestive. Alors, comment on explique aux téléspectateurs de manière simple qu'ils puissent comprendre? Alors, tout simplement, une fois que le diagnostic a été posé, on en discute bien évidemment avec nos confrères médecins traitants, et souvent c'est les gastro-entérologues qui nous adressent les patients. Et nous, on vient dans un but thérapeutique pour aller enlever cette tumeur colorectale qui est déjà dégénérée, une tumeur maligne ou pas, dans un but préventif, sachant que la chirurgie, c'est le traitement de principe du cancer colorectal. On a, mesdames, messieurs, j'ai envie de dire qu'on a carrément une équipe au grand complet là sur le plateau. Tout à fait. Puisque quand on fait un petit tour, voilà quoi, vous êtes au cœur vraiment de cette affaire, le cancer colorectal, et quand il faut se réunir peut-être pour travailler sur les dossiers et tout, vous vous retrouvez souvent, probablement, ensemble. On va rentrer dans le vif du sujet pour que nous puissions démarrer. La première question, expliquons. Qu'est-ce que c'est que le côlon? Déjà, expliquons. Docteur Sablier? Le côlon, c'est la fin du tube digestif de l'organe. C'est un organe réservoir où après la digestion, après que les aliments soient passés dans l'estomac, dans l'intestin grêle, et qu'ils vont, la plupart des nutriments, des choses importantes pour notre santé seront absorbés dans les intestins, le côlon va être un réservoir qui va organiser la sortie des déchets, qui va les stratifier, qui est comme un centre de tri et qui va organiser l'expulsion des déchets. Donc, voilà à quoi sert principalement le côlon. Il y a quelque chose quand même d'important que l'on a découvert récemment et qu'on étudie de plus en plus, c'est que ce côlon a maintenant ce qu'on appelle un microbiote. Une flore intestinale, qui est une flore du côlon qui est très importante, et au fil de la discussion, on verra que cette flore est modifiée, et quand elle est trop modifiée, elle peut favoriser un certain nombre de choses. Donc, il y a un aspect de réservoir, d'évacuation des déchets, et puis un aspect microbiote, flore, qui joue un rôle important dans nos défenses immunitaires
dans notre système de défense. Alors, n'hésitez pas, hein, vous savez, Santé 10, c'est une discussion. Si on veut rajouter quelque chose, il n'y a pas de problème. Je pose mes questions, mais n'hésitez surtout pas. Déjà, on parle du cancer colorectal. Quels sont les symptômes? Quels sont les premiers signes? Alors déjà, l'important, je pense qu'il faut rappeler à tout le monde, c'est que souvent, on peut avoir un cancer colorectal sans symptômes. Et c'est pour ça, et c'est d'ailleurs l'enjeu du dépistage, c'est de prendre en charge des tumeurs tôt, asymptomatiques, hein, même parfois, pour augmenter les chances de guérison. Les symptômes peuvent être variés. On peut avoir des symptômes à type de saignement dans les selles qui peuvent alerter, des symptômes généraux, fatigue, une asthénie, amaigrissement, altération de l'état général, une fatigue, des troubles du transit, alternance diarrhée, constipation. Souvent, les gens nous disent c'est vrai que depuis quelques mois, je ne vais pas à la selle tout à fait normalement. Et puis surtout, et encore je le rappelle, hein, tous les cancers asymptomatiques. Quand on parlait de dépistage, justement, comment dépister le cancer colorectal? Comment ça se passe? Alors voilà, il y a plusieurs types de dépistage. Là, on est dans la période, on sort de la période mars bleue, donc c'est ce qu'on appelle le dépistage organisé. Il y a un deuxième type de dépistage qui intéresse les personnes qui ont des symptômes, ça c'est le dépistage individuel. Donc le dépistage organisé, ça concerne les personnes, les hommes et les femmes entre 50 et 74 ans qui n'ont aucun symptôme, aucun antécédent familial ou personnel et aucun facteur de risque particulier comme des maladies chroniques de l'intestin ou des syndromes génétiques, mais normalement c'est déjà connu. Donc comment ça se fait? C'est un principe, donc je l'ai là, ça ressemble à ça. Donc normalement, ce sont des invitations qui vous sont envoyées si vous êtes éligible tous les 2 ans. Très et bien. c'est sous cette forme-là, donc c'est la forme d'enveloppe, donc c'est bleu comme c'est Mars bleu, et ça va détecter uniquement la présence de sang dans les selles. Je vais peut-être vous montrer à quoi ça Oui, ressemble. nous voulons bien voir. Voilà, comme ça on va vraiment voir en pratique ce que c'est, si j'y arrive. Évidemment. Cas pratique. Donc c'est très bien fermé. Et on a un test de dépistage qui va se présenter sous 3 volets, comme ceci. Très bien. Avec un premier volet ici qui contient la notice d'utilisation avec les images pour effectuer le test. Ici, très important, c'est la fiche d'identification. Normalement, quand vous recevez votre invitation, c'est pré-rempli. Il y a également une petite étiquette qu'on va coller après, je vais vous montrer sur le tube de prélèvement. Mais si vous n'avez pas d'invitation et que vous l'avez récupéré par un autre moyen directement chez votre médecin ou à la pharmacie, et que vous avez répondu à un certain nombre de questions, vous l'aurez directement, il faudra juste compléter à la main. J'insiste sur le bon remplissage de cette fiche, puisque la majorité des tests non contributifs, c'est uniquement, pas parce que ça n'a pas été bien fait, mais parce que ça a été mal rempli. On ne sait pas à qui ça appartient, on ne sait pas à qui le transmettre, et le test finalement se perd. Ensuite, comment ça se fait? Ça se fait sur détection du sang dans les selles, donc forcément, il faut récupérer les selles. Donc, pour ceci, il y a un dispositif qui est en papier, comme du papier toilette, qui se jette après dans la cuvette et qui ressemble à ceci, qu'il va falloir, à l'aide des petites bandes adhésives ici, vous le mettez sur la cuvette, voilà, vous l'attachez par les 3 bouts, vous tamponnez un petit peu pour que ça fasse une cuvette et normalement, vous avez installé correctement, vous vérifiez que ça tienne bien. Ensuite, vous faites comme d'habitude. Et juste une précision, normalement, les selles, ça doit être au contact avec aucun liquide. Donc, ni urine, ni javel, ni l'eau au fond. C'est pour ça que je recommande d'uriner avant. Une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, on a les selles et on a ce petit tube sur lequel on colle la fameuse étiquette dont j'ai parlé juste avant. Ça se présente comme ça, c'est très simple. On le débouche. Et c'est juste un petit bâtonnet qui va être strié à l'extrémité. Il va falloir, entre guillemets, remplir, toucher les selles, gratter les selles avec cette partie-là jusqu'à ce qu'elle soit totalement recouverte. Donc c'est tout simple. On
on racle comme ceci, on essaye ça. de faire de manière homogène. Voilà. Normalement, on est à distance, hein, donc c'est très, très hygiénique. Une fois qu'on a rempli et qu'on a fini de recouvrir la partie striée, on referme, on appuie jusqu'à ce qu'on entende le clic, comme Très ça. bien. On secoue. Et ensuite, on arrive dans le troisième volet, où on va mettre dans une pochette qui est déjà présente dans le kit, on met son prélèvement, on plie et on met sa feuille de renseignement, on décolle, on ferme et on met dans une enveloppe, tout ceci dans une enveloppe comme ça, une enveloppe T préaffranchie, il n'y a pas besoin de payer de timbre, et on le met à la poste et c'est parti tout de suite. On évite juste de la poster un samedi, puisqu'après la relève du courrier c'est le dimanche, ou la veille d'un jour férié, et ensuite on a le résultat sous 3 jours sur Internet ou sous 15 jours qui est envoyé à votre médecin référent. Et on a effectué son dépistage. C'est bien fait tout ça, hein. C'est vraiment bien pensé, bien présenté. Alors, j'aimerais juste rajouter, alors j'appuie effectivement ce qu'a dit mon collègue, il s'agit du dépistage de principe, hein, si l'on peut dire, pour des patients asymptomatiques. D'accord ? C'est un dépistage organisé, comme il a dit. À partir du moment où quelqu'un présente des symptômes, on ne va pas vers ce test de dépistage. C'est important de le noter. Il faut directement consulter un spécialiste, votre médecin traitant qui va vous adresser à un gastro-entérologue, comme le docteur Sablier, pour réaliser une coloscopie de dépistage. Ce test de dépistage organisé n'a pas sa place en cas de symptômes où il faut alors là agir vite et faire une coloscopie rapidement. Il y a aussi le cas particulier, comme il l'a dit, des patients qui ont une maladie chronique de l'intestin ou encore les patients qui ont des prédispositions génétiques qui, eux, bénéficient d'un suivi de toute façon individuel, si je puis dire. Mais voilà, je tenais à souligner ce point qui, à mon avis, est important pour qu'il n'y ait pas de perte de temps pour la prise en charge du cancer colorectal. Et tu voulais intervenir ? Juste un point. Alors, c'est vrai que moi, en termes de radiothérapie, je fais pas partie, le cancer colorectal ne fait pas partie des cancers que je traite en général parce que le côlon est mobile, donc c'est pas une bonne cible pour la radiothérapie. Mais je voulais appuyer sur le fait que, le traitement, entre guillemets, principal du cancer, c'est la prévention. Prévention. Le dépistage, c'est hyper important, même si on est très sympathique. Si vous voulez un jour avoir à interagir le moins avec nous, avoir le plus de chances de guérison, on dit que 9 cancers sur 10, en tout cas dans les cancers colorectals, sont guéris s'ils sont pris en charge à un stade précoce. Donc effectivement, on a un gros travail à faire sur la prévention, sur la médiatisation, sur l'information des patients. Il y a des patients qui ont besoin d'être rassurés parce qu'ils disent, voilà, j'ai adoré la présentation de Vincent parce que ça permet une vraie mise en situation, parce que c'est vrai que moi, je parle du dépistage, j'ai jamais pris le temps d'ouvrir les volets un par un, j'avoue. Donc c'est bien, ça désacralise les choses. Et c'est hyper important parce que plus un cancer est pris tôt, plus on a de chances de vous guérir, moins la chirurgie sera longue, moins vous aurez à être exposé à de la chimiothérapie ou à de la radiothérapie qui interviennent vraiment quand la maladie est déjà un peu plus avancée. Et puis on voit que finalement ce dépistage est tout à fait atraumatique, puisque beaucoup de gens ont peur déjà du côté pratique, hein, comme disait Joël. Oui, mais alors, est-ce que ça fait mal, etc. Ce qui est normal, hein, parce qu'il y a le côté personnel, la peur, et puis il y a le déni. Donc c'est pour ça que c'est... Encore merci, hein, Vincent, pour cette présentation, parce que ça, comme a dit Joël, ça désacralise les choses. On se rend compte que c'est parfaitement atraumatique. Alors oui, on va nous dire, c'est quand même un peu spécial. Oui, enfin, c'est quand même rien si on peut effectivement guérir une maladie qui peut être très grave. Et après, s'il faut aller à la coloscopie, finalement, le docteur Sablier confirmera, mais ça se passe aussi très, très bien. Justement, on a beaucoup de questions de nos téléspectateurs. On va en parler tout à l'heure. Nous sommes en Facebook Live, donc il y a des questions qui arrivent sur les réseaux un petit peu partout, un petit peu de partout aussi. On va répondre à toutes ces interrogations. Il y a énormément de questions sur le côté est-ce que ça fait mal. On a des questions sur comment est-ce que on peut, par
une prise de sang, savoir si il se passe quelque chose au niveau du côlon. On a une question de quelqu'un qui nous demande est-ce qu'il y a des risques de gonflement du ventre quand on a un problème au côlon? Est-ce qu'il y a des aliments à éviter? On a énormément de questions. On va en parler tout à l'heure. Ce que je voudrais demander déjà à Marie-Paul Fernandez de la Ligue contre le cancer. Mars bleu, c'est vrai qu'on est en avril, mais Mars bleu, c'est une façon de dire, mais on peut en parler et on peut, en termes de prévention, en tout cas, c'est toute l'année. Voilà. Mais je sais que la Ligue travaille beaucoup sur un petit programme justement pour prévenir et accompagner le plus grand nombre. Oui, effectivement, hein, c'est l'une des missions premières de la Ligue contre le cancer. Toutes les fédérations, enfin l'ensemble des fédérations nationales, mais bien sûr en Guadeloupe, hein, on n'est pas en reste. Comme tu le disais, Brigitte, c'est vraiment toute l'année qu'on fait de la prévention. On essaye vraiment d'aller au contact de la population dans tout leur milieu de vie, hein, que ce soit au travers des entreprises, dans les associations qui font appel à nous, mais aussi dans les écoles. Hein. On essaye vraiment d'aller partout pour inciter au dépistage. Et comme le disait Joël, à l'instant, dans 9 cas sur 10, plus c'est détecté tôt et plus on a de chances de guérison. Et le dépistage, maintenant, il est simplifié. On peut le faire en toute intimité à la maison, vraiment, sans besoin forcément du médecin ou de quoi que ce soit. Et c'est un dépistage indolore. Donc, c'est vrai que durant ce mois de mars bleu, hein, donc le mois dédié à la campagne de prévention contre les cancers colorectaux, cette année, nous avons été aux côtés de l'association d'étudiants de médecine, Medic West Indies. Donc, nous avons été à l'université, nous avons été aux côtés de la mutualité française, nous avons fait aussi des entreprises, hein, des établissements Leclerc de Guadeloupe. Et vraiment, nous avons été aussi au lycée Les Persévérants à Basse-Terre. Nous avons fait une marche sur le long du canal Le Pelletier à Saint-Claude. Nous avons vraiment essayé d'aller partout, dans les centres commerciaux, les entreprises, les associations, auprès des enfants aussi, pour qu'ils fassent passer le message aux plus grands, à un grand-parent, à une tante ou même à un parent, tout simplement. On essaye vraiment de faire passer le message partout parce que la Ligue est là pour accompagner, certes, avant, pendant et après le cancer. Mais si on peut éviter justement d'avoir un cancer, nous sommes là aussi pour faire passer ce message. Il y a des choses à faire pour éviter justement d'avoir un cancer. Marie-Paul, vous accompagnez, je parle de la Ligue hein, contre le cancer, vous accompagnez régulièrement tous ceux qui en ont besoin, même les parents, les aidants. Comment il faut faire si quelqu'un qui nous regarde hein, ce soir a envie de se rapprocher de vous et éventuellement partager avec vous, avoir le programme ou se faire aider, se faire accompagner tout simplement? Comment faire? Alors, vous pouvez vous rapprocher de nous. Nous avons 2 locales, un siège à Pointe-à-Pitre, au rond-point Miquel, et un siège aussi à Basse-Terre, au Jardin Botanique. Donc, un numéro de téléphone, hein, le 05 90 21 63 63, 21 63 63. Et vous serez accueilli par une TISF, une technicienne d'intervention sociale et familiale, Madame Geoffroy, qui vous aidera à monter un dossier. Ça peut être pour une aide ménagère, quand on parle de l'après-cancer, donc préparer le retour à la maison, le retour à domicile, avec une aide ménagère. Ça peut être une aide financière pour payer un billet d'avion, dans le cas, par exemple, des cancers des enfants et des adolescents qu'on ne traite malheureusement pas au CHU de Guadeloupe. Mais on a quand même, le CHU a quand même une convention avec le CHU Gustave Roussy, où on peut, Villejuif, excusez-moi, où on peut prendre en charge justement les enfants. Et nous pouvons aussi, nous faisons aussi ce qu'on appelle des visites au CHU, aux côtés des malades, donc que ce soit en HAD ou que ce soit au CHU. Ces visites ont repris récemment justement au service de radiothérapie et bientôt dans les cliniques parce que c'est vrai que la période Covid nous avait fait stopper ces visites. Donc nous avons des bénévoles formés qui viennent aux côtés des malades et que ce soit avec nos 3 salariés, Madame Roseau, Madame Philomin et Madame Geoffroy, ou que ce soit auprès de nos bénévoles formés, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous écouter et pour vous aiguiller au mieux. Parce que parfois, on parle souvent de l'aspect financier, mais parfois ça peut être une aide avec les soins de support qui sont des activités, des soins oncologiques de support qui sont des activités pour lutter contre l'isolement quand la personne est atteinte d'un cancer, notamment
les rencontres avec des psychologues, cliniciens. C'est important d'insister là-dessus parce qu'il y a aussi cet aspect qu'il ne faut pas négliger. Il faut soigner le corps, il faut soigner aussi l'esprit. Et à la Ligue contre le cancer, nous prenons le malade qui a été tué dans sa chair, mais aussi dans sa globalité, les aidants, comme tu le disais, Brigitte, ainsi que ses proches, sa famille. Un travail que vous faites avec l'ensemble des professionnels de santé, souvent avec l'oncologue. Joël, c'est important. C'est très important d'avoir ce travail avec toute l'équipe de la Ligue, ce déplacement, venir, les bénévoles qui viennent et qui parlent avec les malades, c'est vraiment très important. C'est primordial parce qu'ils permettent de faire le lien entre l'hôpital et la maison finalement. Parce que c'est vrai que le patient est peut être meurtri, comme elle l'expliquait bien Marie-Paul, dans sa chair et dans son esprit. Il peut avoir parfois des réticences à venir en consultation parce que à l'hôpital, c'est impressionnant. C'est parfois, on a l'impression d'être un peu un numéro, d'être déshumanisé. Et la Ligue contre le cancer permet d'avoir cette approche plus humaine, en fait, et d'apporter ce que nous aussi, on n'a pas le temps, techniquement. On manque cruellement de moyens, pas seulement en Guadeloupe, même en France hexagonale. En général. De façon générale, on est d'excellents techniciens. On explique nos traitements de façon technique, les modalités, les toxicités, les effets secondaires. Puis quand le traitement est terminé, bonjour madame, on se revoit dans 3 mois. Et pendant ces 3 mois-là, le patient retourne à la maison, il est livré à lui-même, il n'a plus vraiment d'interlocuteur. Il y a un avant et après cancer, parce qu'il y a toujours des toxicités, des effets secondaires qui sont visibles, mais parfois invisibles. Et c'est là qu'effectivement, on a besoin d'intervenants, d'associations médicaux, paramédicaux, pour pouvoir vraiment suppléer. C'est ce qu'on appelle du coup les soins de support. Alors nous sommes déjà à la moitié de notre émission. On va marquer une toute petite pause et on va se retrouver juste après. Et pour certains d'entre vous, vous prenez en cours cette émission Santé 10. Sachez que ce soir, nous parlons du cancer colorectal. Avec nous sur le plateau, le docteur Joël Hotz, oncologue radiothérapeute, le docteur Vincent Letong-Savane, qui est pathologiste et médecin chargé de mission scientifique au CRCDC, le docteur Sablier, qui est gastro-entérologue, le docteur Morgane Anila Nelson, qui est chirurgienne viscérale et digestif, et bien entendu notre secrétaire générale du comité Guadeloupe de la Ligue contre le cancer, Madame Marie-Paul Fernandez. Voilà, un plateau bien coloré, un plateau très professionnel pour répondre à toutes vos interrogations. Vous êtes nombreux à nous avoir posé plein de questions. On va tenter de répondre à vos interrogations. Mais juste avant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les chiffres et qu'on explique un petit peu où se situe actuellement, en tout cas chez nous en Guadeloupe, tout ce qui est cancer colorectal. Alors, docteur Sablier. Alors, le cancer colorectal, malheureusement, augmente de fréquence d'incidence. Si il y a 40 ans, 50 ans, on voyait un cancer de temps en temps, maintenant, c'est chaque semaine que nous diagnostiquons des cancers. C'est montrer que au fur et à mesure, alors c'est une opinion un peu peut-être personnelle. Une opinion personnelle du professionnel, j'ai envie de dire. Personnelle. Au fur et à mesure qu'en Guadeloupe, nous nous sommes occidentalisés, nous avons lâché nos ignames fruits à pain et nos légumes, nos fruits, pour nous attacher, pour s'attacher davantage à un autre type de nourriture. Eh bien, nous, les gastro-entérologues, et je pense que les chirurgiens pareil, les pathologistes, nous avons vu augmenter de façon exponentielle ce cancer, au point qu'il est maintenant le 2e cancer pour les hommes comme pour les femmes. Les femmes, c'est le cancer du sein, le premier. Les hommes, le cancer de la prostate, le premier. Et le cancer du côlon, c'est le... Juste après. Juste après. Et peut-être que Dr Morgane Anila
Nelson peut donner davantage de chiffres pour la partie épidémiologique vraiment, et mon confrère pathologiste pour le dépistage. Alors, il faut dire à nos téléspectateurs que le fameux RCDC, c'est l'ex-Aguadec. Oui, ça dit beaucoup de choses aux Guadeloupéens. Aguadec. Exactement. C'est vrai que le terme a un peu changé, mais les statistiques qu'ils vont donner, les statistiques de l'Aguadec sont aussi des statistiques intéressantes. Oui, voilà, comme l'a dit le docteur Sablier, c'est en augmentation. Et là, actuellement, dans les dernières données, on est aux environs à peu près de 200 cas par an. Donc, c'est quasiment un cas diagnostiqué tous les 2 jours, même un petit peu plus. Donc, on suit en fait la courbe nationale et puis même mondiale où les cancers, de manière générale, surtout cancer colorectal en fonction de divers facteurs, dont les facteurs environnementaux et alimentaires, ont un impact, et cet impact est de faire en effet augmenter l'incidence. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas qui sont diagnostiqués. Voilà, donc ça c'est en augmentation, d'où l'importance, encore une fois, on insiste dessus, mais c'est vraiment important de participer au test de dépistage qui est vraiment simple, et en Guadeloupe, on est à peu près à 23% de participation. On n'est pas les seuls. L'objectif national, c'est 45% de tests réalisés parmi la population cible. En France hexagonale, on est à peu près à 30-35%. Donc nous, on est encore un petit peu en deçà, il y a encore des efforts à faire. Et ce sont les femmes qui sont un peu plus assidues que les hommes. Mais ça se retrouve également, c'est pas particulier avec la Guadeloupe, ça se retrouve également au niveau national. Sur cette petite précision des femmes, juste pour rappeler, parce que je crois que ça faisait partie des questions de téléspectateurs, le cancer colorectal touche à peu près de la même façon les hommes et les femmes. 53% d'hommes, 47% de femmes à peu près. Mais voilà, j'insiste effectivement comme mes collègues, une incidence en augmentation, 44 000 cas par an en hexagone. Et comme mon collègue l'a dit, à peu près un cas sur 2, un cas par jour, enfin tous les 2 jours de diagnostic en Guadeloupe. D'où l'intérêt de ce dépistage gratuit et atraumatique. Alors, parfois, quand je suis ici, à notre émission Santé 10, et que j'écoute les professionnels de santé, je réfléchis et je me dis qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour inciter encore plus les gens à faire ce qu'il faut. Que faire je pense que déjà, informer le plus grand nombre, c'est bien. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin de nous. En tout cas, si nous, de notre côté, nous les médias, si on peut faire plus, on le fera. N'hésitez pas à nous dire, parce qu'il faudrait vraiment que ça change. Il faut vraiment que ça change. Il faut vraiment qu'on comprenne que notre santé, c'est une priorité et qu'on doit vraiment faire ce minimum qu'on nous demande pour que nous puissions éviter certaines choses. C'était la petite parenthèse, parce que pendant qu'on se disait, qu'on se donnait les chiffres, je me posais la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour inciter et informer le plus grand nombre. On a parmi nos questions une personne qui nous demande, est-ce qu'il y a des aliments anti-cancer ? Alors bien sûr, il y a des aliments anti-cancer de façon globale. Les fruits et les légumes sont riches en antioxydants. Les antioxydants sont anti-cancer. Alors bien sûr, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, pas beaucoup, mais qui viennent en disant « Mais je ne comprends pas, docteur, j'ai toujours bien mangé, je n'ai pas fumé », puisque le tabac augmente le risque de cancer colorectal, entre autres. L'alcool. Il y a des gens qui, malheureusement, mangent bien. Alors évidemment, ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas non plus se culpabiliser en se disant « J'ai mal fait », etc. Mais effectivement, les fruits et les légumes ont montré leur vertu antioxydante pour les cancers en général. Faire attention, pour ce qui est du cancer colorectal en particulier, à la consommation de viande rouge, qui ont un effet sur les cellules effectivement du côlon et peuvent favoriser le développement. Alors je ne rentrerai pas dans les détails physiopathologiques, mais attention à la consommation de viande rouge. Ce qui est recommandé, c'est à peu près 450 à 500 grammes de viande rouge par semaine. C'est 3 par semaine. Par semaine. C'est 3 à 4 steaks. Attention aux steaks. Il y a steak et steak. Attention aussi à la consommation de charcuterie. Ce qui est recommandé par rapport à la consommation de nitrites, c'est 150 grammes par semaine.
Voilà, avoir une alimentation équilibrée, j'ai envie de dire. Le tabac, on ne le dira que peu, mais et forcément favorise les cancers. Et l'alcool avec modération. Et une alimentation équilibrée, 5 fruits et légumes par jour. Et voilà. Et de l'activité physique aussi. Parce que l'obésité est un facteur de risque à lui seul, mais aussi avoir une activité physique régulière a prouvé son effet protecteur dans le cancer colorectal. Carrément, hygiène de vie, quel que soit le cancer en fait. C'est bon pour tout. Sachant que malheureusement la population antillaise a un taux de diabète et de surpoids plus élevé que la population nationale. Donc on est vraiment plus vulnérable et plus exposé finalement. Donc il y a le facteur alimentaire, mais les prédispositions, certains autres facteurs de risque, malheureusement. Donc l'activité physique prévient le risque d'apparition de cancer, mais ça prévient aussi, ça diminue le risque de rechute. Ça permet aussi de s'aérer l'esprit, parce qu'on parlait de l'effet sur le corps, mais également sur l'esprit. Donc voilà, il y a des organismes tels que la Ligue contre le cancer qui peuvent proposer des activités parfois en groupe, qui permet aux personnes qui ont déjà été traitées d'échanger, d'éviter l'isolement, voilà. Ça favorise les interactions sociales, mais également prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Enfin, ça s'adapte à toutes les situations. On nous demande, oui, docteur Sablier qui voulait rajouter quelque chose. Ce que Morgane a déjà dit, je vais rajouter les modes de cuisson. Tout à fait. Daube, roussi, revenu, et gras, les sauces, à éviter, c'est pas bon. Barbecue. Avec modération. Il ne faut pas non plus que les gens C'est ça. pensent qu'on leur demande une alimentation stricte. Il faut savoir se faire plaisir dans la vie parce qu'il faut réduire aussi, comme on a dit, le stress joue. Voilà, il faut juste avoir une alimentation équilibrée. Voilà. Et puis, il faut faire attention à ce que nos produits soient le plus naturellement cultivés, avec moins de pesticides, moins de chlordécone, moins de... Ce sont des petites choses qui sont importantes en plus de ceux des fruits et des légumes et de ceux dont a parlé Dr Anila. Marie-Paul qui parlait de transformation aussi, elle a raison. Moins de transformation, transformation. dans les aliments, moins d'aliments transformés. Éviter donc aliments transformés pour ceux à qui ça parle pas, c'est éviter les plats de supermarché déjà préfaits, les biscuits, voilà, faites cuisiner. Voilà, c'est anti-stress, c'est acheter vos légumes, faites-les cuire. Alors c'est plus long, c'est vrai. C'est facile d'aller au restaurant tous les jours, on se pose pas de questions, ou d'aller au supermarché et acheter des plats préfaits. Mais quand on voit l'impact à court, moyen ou long terme, voilà, même d'un point de vue économique, cuisiner soi-même, voilà, mais c'est super important parce que on ne sait plus vraiment ce qu'on mange. Quand on regarde le détail même d'une pâte à tartiner au chocolat, des fois il n'y a même pas de cacao, enfin, c'est remplacé par des produits pour la conservation, etc., qui sont également des facteurs de risque en fait, de cancer. Donc. Quand on parle de cancer colorectal, il y a une tranche d'âge? 70 ans à peu près, la moyenne d'âge. La moyenne d'âge, c'est 70 ans. Le dépistage, quand même, est organisé avant, de 50 à 74 ans, d'accord, pour avoir le maximum de patients qui peuvent être concernés. Je rajoute une petite parenthèse, c'est-à-dire qu'on a aussi de plus en plus, le docteur Sablier, je pense, confirmera mes propos, mais de cancer chez les plus jeunes. Ce qu'on ne voyait pas avant. Moi, quand j'ai commencé mes études de médecine et puis la chirurgie, c'était anecdotique. De plus en plus, je suis amenée à traiter des patients jeunes, c'est-à-dire avant 50 ans, voire des patients de 30 ans. Voilà. Quel traitement pour le cancer colorectal? Brigitte, excuse-moi, juste avant qu'on arrive au traitement, il est important que l'on comprenne la séquence polype-cancer, qui est... le cancer n'apparaît pas comme ça, brutalement. C'est quelque chose qui se constitue lentement.
Et il est important de faire le dépistage parce que ce dépistage va détecter, soit indirectement, soit directement avec la coloscopie, des petites lésions que nous, les gastro-entérologues, nous appelons des polypes. C'est très bien qu'on fasse ça parce qu'en fait, c'était la question d'après. Il faut prenons une situation. Pour comprendre. Voilà. Alors, prenons une situation. Une personne qui je sais pas, qui constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À partir de ce moment-là, faisons le cheminement pour que le téléspectateur puisse bien comprendre. Alors, la chose qui ne va pas, c'est qu'en général, il y a du sang dans les selles. Ce sang peut être visible, il peut être invisible. Et c'est là où le dépistage est important, le dépistage organisé, parce que le dépistage va pouvoir mettre en évidence ce sang même invisible. Et dès qu'il y aura présence de sang dans les selles, il faudra aller explorer pour savoir d'où vient ce sang. Donc, en général, il est préconisé de faire une coloscopie. Donc là, on se rapproche du gastro-entérologue. C'est ça. Très bien. Malheureusement, c'est un examen invasif. Ça veut dire qu'on introduit par l'anus quelque chose. C'est un peu désagréable, mais ça se fait sous anesthésie générale. Et voilà, maintenant, rassurons nos téléspectateurs. c'est indolore. On fait une neuroleptanalgésie. Et on progresse sur tout le cadre colique, parce que le côlon fait tout le tour du ventre. Et la difficulté, ce sont des angles, les boucles, les courbes, parce que les côlons peuvent être courts, ils peuvent être longs, ils peuvent... Bon. Et plus ils sont longs, plus ils ont des courbes, et plus c'est difficile pour nous. Mais ce qui est important, c'est de détecter ces petits polypes qui sont c'est des excroissances dues à une inflammation chronique qui persiste et qui dure depuis des années. Et c'est cette inflammation avec ce polype qui reste là pendant des mois, des années, qui va petit à petit dégénérer. Et nous, dans notre terme scientifique, nous allons parler de dysplasie. C'est-à-dire que l'inflammation n'est pas simple, elle se complique. On a d'abord une dysplasie de bas grade, ensuite une dysplasie un peu plus importante, une dysplasie sévère, une dysplasie de haut grade. Mais ce qui est intéressant avec la coloscopie, c'est que quand on a un polype avec cette dysplasie, on a la possibilité tout de suite de l'enlever, moyennant qu'on ait fait le bilan de coagulation avant, parce qu'il y a des précautions à prendre. Hein. Mais on enlève le polype, et en enlevant le polype, on a gagné pratiquement la bataille. Pratiquement. C'est un message important, je pense, Birgit, parce que si on parlait de comment motiver, d'essayer de rassurer les gens quant au dépistage, et il y avait cette notion de peur, d'appréhension du résultat. Alors un test positif, ça ne veut pas dire cancer. Un test positif, ça veut dire sang dans les selles occultes, qu'on ne voit pas. Voilà. Et ça, justement, c'est fait parce que l'issue d'un test positif, c'est coloscopie. Et vraiment, j'insiste sur le message, une fois, on l'a dit, hein, les petits cancers de stade localisé qu'on dit de stade 1, c'est dans 90% des cas, c'est terminé, c'est fini, une fois que c'est réséqué. C'est vrai. En tant que pathologiste, nous, on voit les polypes, nous on appelle ça des adénomes aussi, donc c'est le nom qu'on donne. Adénome, c'est bénin, c'est pré-cancéreux, donc il y a les bas grades et les hauts grades, donc les gentils et les méchants, entre guillemets. Mais l'histoire naturelle, en effet, c'est l'évolution, et le but de ce dépistage, c'est d'arriver à ce moment-là, avant que tout ne dégénère. Donc c'est vraiment l'enjeu, et c'est pour ça qu'on le fait régulièrement, tous les 2 ans,
pour vérifier qu'il n'y ait rien qui apparaît. Et puis si quelque chose qui était petit est devenu plus gros, il va commencer à faire parler de lui de manière indirecte, avec les saignements, l'inflammation, etc., que Dr Sablier a décrit. Ouais, j'insiste vraiment sur ça. Le test qui se positive n'est pas synonyme de cancer. Et dans tous les cas, comme on l'a dit, le cancer, encore une fois, il y a beaucoup de traitements. Il y a un arsenal thérapeutique très efficace et disponible en Guadeloupe. Et il y a vraiment, à ce jour, une différence. Avant cancer, c'est un mot qui faisait peur, c'était le mot terrible. Et là, maintenant, il faut un peu démystifier tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de progrès. Et c'est tout. Nos objectifs, c'est pas juste pour constater, c'est vraiment pour être efficace et pour traiter, pour guérir. Alors, oui, pardon. Oui, j'allais poursuivre un petit peu la séquence. Effectivement, le docteur Sablier a parlé des polypes qui peuvent réséquer. Et en fonction, effectivement, des résultats, alors soit ils ont pu réséquer le polype, mais dans tous les cas, ils l'envoient à nos collègues pour l'examen anatomopathologique. Et ensuite, il y a aussi des polypes qui peuvent être devenus des tumeurs. Une tumeur, c'est une description macroscopique. Tumeur ne va pas forcément dire cancer. Tumeur, c'est un bourgeonnement qui a l'air plus ou moins suspect en fonction, nous on a un petit peu l'habitude. Ces tumeurs sont donc biopsiées par nos collègues et analysées. Si maintenant on arrive à la phase après la dysplasie, c'est-à-dire qu'il y a eu une transformation carcinomateuse, parce que la majeure partie des cancers du côlon et du rectum sont des adénocarcinomes. Là va se discuter un traitement chirurgical, et sans prêcher pour ma paroisse, la chirurgie c'est le traitement de base du cancer colorectal. L'arsenal thérapeutique est varié, mais ça arrive qu'on guérisse des gens. Après, je ne parle pas des petits polypes qui ont été guéris par la résection endoscopique, mais il y a des cancers qui sont localisés et qu'on a pu traiter par la chirurgie et les patients sont guéris. Donc une fois que les patients sont adressés au chirurgien, qu'on a réalisé cette chirurgie, pareil, la pièce opératoire, qui est de longueur variable en fonction de la nécessité, parce qu'il faut être carcinologique. Il ne s'agit pas d'enlever juste la tumeur, il faut enlever les ganglions dans lesquels se draine la tumeur. Et ces ganglions, de même que la tumeur, on va analyser, mon collègue me confirmera mes propos, mais on analyse l'invasion de la tumeur dans la paroi du côlon, mais aussi les ganglions dans lesquels s'est drainée cette tumeur. Et c'est là que si des ganglions ont été envahis, c'est-à-dire qu'il y a des petites cellules malignes dans les ganglions, un ou plusieurs, on va discuter d'un traitement par chimiothérapie adjuvante pour consolider le traitement. Dans certains cas aussi pour des tumeurs avancées ou en cas malheureusement déjà de lésions secondaires, de métastases, pour parler de façon plus simple, on fait de la chimiothérapie avant la chirurgie. Mais voilà, la guérison passe notamment par la chirurgie. Et après, chimiothérapie, plus ou moins radiothérapie si besoin. Et on rappelle qu'on peut très bien se soigner ici, chez nous, en Guadeloupe, n'est-ce pas Joël? Je confirme. Non, mais je voulais simplement rajouter. Donc, les traitements évoluent, effectivement. Donc, les chimiothérapies, les chirurgies sont de plus en plus, entre guillemets, personnalisées. On a des soins support à côté. On a des traitements qui permettent de diminuer les douleurs, les nausées, les vomissements que peuvent donner certains traitements. Et on s'y perd, de plus en plus, on s'y perd spécialiste. Donc, en oncologie, il y a l'oncologie médicale qui consiste au traitement par voie générale, donc la chimiothérapie, les thérapies ciblées, les immunothérapies. C'est des noms que vous pourrez entendre maintenant qui sont de plus en plus médiatisés. Et ce sont les oncologues médicaux qui les prescrivent. Et il y a également une deuxième voie, c'est l'oncologie radiothérapie où j'interviens, donc où on traite par rayonnement. Et on peut faire des associations, chirurgie, chimio, chirurgie, radiothérapie. On répète encore que si le cancer a été découvert à un stade très précoce, il peut être simplement traité par voie endoscopique ou chirurgie. Là, il n'y aura ni chimio ni radiothérapie. La radiothérapie, donc la place de la radiothérapie dans les cancers colorectaux, c'est principalement pour les cancers assez bas situés, bas ou moyen rectum parce qu'ils sont peu mobiles.
À partir du moment où on arrive dans le côlon, on est moins efficace, enfin on n'a pas montré de bénéfices parce que la radiothérapie reste un traitement très ciblé et il faut que d'une séance à une autre, c'est des séances quotidiennes, il faut venir tous les jours pendant plusieurs semaines avec des repositionnements et des recalages précis et du coup ce n'est pas adapté pour des organes très mobiles. En tout cas, ça fait partie encore des voies de recherche et d'études, mais les données en notre possession n'ont pas montré de bénéfices particuliers. Donc, je rebondis sur le fait que le docteur Sablier et le docteur Anina Lesson sont vraiment les premiers en première ligne en fait pour le côté traitement. On a David qui nous dit que sa question n'a peut-être aucun rapport avec la partie colorectale, mais qui voudrait savoir quels sont les effets secondaires de la radiothérapie et non la chimio. La radiothérapie, il précise. Ben c'est bien, je suis là pour ça. Donc, la radiothérapie, c'est un traitement local ou loco-régional qui va créer une réaction inflammatoire toujours limitée au champ d'irradiation. Donc, j'explique aux patients qui appréhendent un peu, parce que c'est un peu l'inconnu. Moi, je suis un peu, des fois, je me sens un peu comme Dark Vador avec mon sabre laser en disant on va vous irradier. Mais en gros, ça consiste en pratique en des séances quotidiennes où il faut venir tous les jours, une fois par jour, qui dure 15 minutes, le patient est allongé sur le dos et on va venir cibler la zone d'intérêt. Donc, il y aura une inflammation liée à la zone traitée. Donc, par exemple, c'est assez anatomique. Si je traite un rectum, en avant, il y a la vessie, tout autour, il y a le tube digestif, il y a la peau. Donc, en fait, les organes qui seront sur la zone de passage des rayons vont réagir. Pendant le traitement, il y a une phase inflammatoire et ces effets secondaires disparaîtront complètement 3 à 4 semaines après la fin de la radiothérapie. Donc, on appelle ça les toxicités aiguës de la radiothérapie. Un peu comme quand on se cogne le genou et que le genou gonfle. Voilà, c'est des réactions inflammatoires, voilà, le corps réagit, c'est des réactions un peu de défense, des réactions naturelles. Mais comme le corps est bien fait, les cellules saines ensuite vont se régénérer. Parce que l'appréhension des patients souvent c'est « Ah oui, mais mes organes à côté, vous allez tout brûler, etc. etc. » Donc mon rôle, c'est également de leur expliquer qu'effectivement, dans la zone d'intérêt, il y aura des réactions inflammatoires, mais un peu comme quand on se coupe et que la peau cicatrise et qu'au bout de 2-3 mois, on ne voit plus rien ou peut-être une petite trace, il peut y avoir des petites traces du passage de la radiothérapie. Mais les nouvelles techniques dont on bénéficie notamment au CHU permettent de cibler de mieux en mieux. Donc plus ça va, on a des techniques de recalage. Dernièrement, on a fait l'acquisition d'un nouvel scanner de dosimétrie qui nous permettent d'avoir des images de plus en plus précises, de plus en plus fines. Donc il y a des contraintes qui sont inhérentes à la radiothérapie, qui sont des contraintes physiques, qui font que si l'organe est collé, même si on veut l'éviter, on est obligé quand même de laisser des marges parce qu'il faut quand même traiter le cancer. Mais on réduit de plus en plus les marges. Et plus ça va, plus on réduit les marges, plus on arrive à adapter le nombre de séances et de doses. Les traitements sont de plus en plus personnalisés pour faire des traitements plus courts, moins toxiques. Après, on est fatigué, on est... Une séance de radiothérapie ne fatigue pas. C'est un peu comme si vous alliez faire un scanner. En pratique, c'est un peu comme si vous alliez faire un scanner. Vous n'êtes pas radioactif non plus. En sortant d'une séance de radiothérapie, vous pouvez reprendre vos activités habituelles. Par contre, il peut y avoir une fatigue liée au trajet qui sont itératifs. Enfin, on est lasse. Ça, je comprends. Voilà, juste ça. Voilà, mais c'est un traitement qui n'est pas... Je ne dis pas que c'est faire des UV et que c'est rien. Non, voilà. Ce ne serait pas honnête de ma part, mais qui est de plus en plus, de mieux en mieux toléré. Il y a des consultations qui sont faites de façon hebdomadaire pour voir la tolérance de chaque patient, parce que chaque patient réagit différemment. Et quand les patients sont très inquiets, j'ai dit, vous savez, vous prenez 1 gramme de Doliprane. Vous prenez la liste des effets secondaires du Doliprane. Vous voyez, hépatite fulminante, choc anaphylactique. Voilà, tout traitement qui a une action sur le corps ou une molécule active ou quoi que ce soit, qui a interagi avec l'environnement, peut donner des effets secondaires. L'important, c'est d'être accompagné par des spécialistes, par des experts qui vous voient régulièrement, qui vous évaluent régulièrement. Il faut faire des retours. Voilà, on est à votre disposition pour ça. Et Brigitte, par extension, alors moi, je suis pas oncologue médical, mais il faut aussi dire aux gens, une fois qu'effectivement on est passé sur un stade un peu plus avancé, malheureusement, que
déjà, les molécules de chimiothérapie ont beaucoup évolué par rapport à ce qu'on a entendu. J'ai perdu mes cheveux, regarde cette personne dans la rue, c'est sûr, elle a un cancer. Les choses ont beaucoup évolué, les patients tolèrent de mieux en mieux la chimiothérapie. Ils peuvent travailler, alors ça fatigue, notamment pour le cancer colorectal. Il y a une phase d'adaptation, mais les gens ont une vie tout à fait normale. Et pour ce qui est de la chirurgie aussi, les choses ont beaucoup évolué. Et par rapport à avant, les techniques sont de moins en moins invasives. Il y a la célioscopie, il y a la chirurgie robot-assistée qui est un peu plus jeune. Mais voilà, les tumeurs petites qui nécessitent de la chirurgie peuvent aussi être opérées par célioscopie. C'est plus comme avant les grandes balafres. Si c'est pris en charge tôt, on n'a pas forcément, et dans de rares cas, besoin d'une stomie, c'est-à-dire d'une poche temporaire. Et ça, je pense que c'est important à dire aux gens. Vaut mieux prendre les choses en charge tôt que, par exemple, un patient qui arrive, comme malheureusement ça arrive des fois en occlusion, et qui là va arriver, je serai obligée de lui faire une stomie de dérivation, c'est-à-dire une poche pour dériver les selles, puis une chimiothérapie, puis une chirurgie pour lui enlever sa tumeur. Enfin, c'est vraiment pas la même chose dans la séquence thérapeutique non plus, si on prend en charge ces cancers tôt. Vous savez qu'on est à la fin de notre rendez-vous. On a même un petit peu dépassé. On va faire un petit tour de table rapide. Marie-Paul, les prochains rendez-vous avec la Ligue? Eh bien alors, déjà, merci de nous avoir reçus, que Canal10 nous permette toujours d'informer notre population, de sensibiliser, parce qu'on n'arrêtera jamais de faire de la prévention. La preuve, c'est que, comme disait Dr Sablier, c'est que l'incidence des cancers, surtout dans le cadre du cancer colorectal, est en augmentation, est en hausse. Ça veut dire que notre message doit toujours être martelé à la prévention est vraiment la prévention. C'est pris en charge, c'est gratuit, donc il faut vraiment pas hésiter. Et concernant notre comité de la Ligue nationale contre le cancer, Comité Guadeloupe, nous avons justement, je parlais de formation des bénévoles, à la fin de ce mois, Madame Taffon et Madame Merciris organisent une formation le 29 avril à Pointe-à-Pitre pour former de nouveaux bénévoles. Et une prochaine date vous sera communiquée pour la région basse-syrienne, parce que nous n'oublions pas aussi nos futurs bénévoles de ce côté, ainsi que les patients qui voudraient venir à notre rencontre. Voilà, donc la Ligue est toujours là pour financer la recherche grâce aux dons que nous recevons, grâce aux actions que nous menons. Toujours là aussi pour faire de la prévention et pour accompagner aussi les personnes malades ainsi que leurs familles. Voilà. Docteur, merci Marie-Paul, merci beaucoup. Merci. Docteur Le Tong Savane, un petit mot de la fin? Oui, je vous remercie également de nous avoir invités. C'est très important de maintenir ce niveau d'information constant. C'était Mars Bleu, mais comme on l'a dit au début de l'émission, le dépistage, c'est toute l'année. Le CRCDC, donc ex-Aguadec, envoie tout le long de l'année en fonction du planning et de vos anciens tests. Tout au long de l'année, vous recevez régulièrement ces incitations. Il n'y a aucune obligation, mais c'est des incitations au dépistage. Et c'est vraiment important lors de ces occasions-là de réaffirmer notre volonté de soins et de protection de la population, puisque c'est, comme j'ai dit, bienheureux celui qui sait ce qui va lui arriver. Et alors que ça ne coûte rien, on va aux toilettes tous les jours. Et vraiment le message que je voulais laisser à la fin de cette émission, c'est faites le dépistage. Ouais. Merci d'être venu sur le plateau. Docteur Sablier, un petit mot pour finir? Deux petits mots. Même 3 si vous voulez. Un premier petit mot, c'est pour rendre hommage à la Ligue contre le cancer, Comité Guadeloupe. Leurs anciens présidents. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec eux. Et il y a vraiment quelque chose, il faut saluer les efforts du Comité Guadeloupe en matière de prévention pour le cancer. J'apprécie et j'ai apprécié beaucoup le Colontour. Et j'encourage nos téléspectateurs, lorsque la Ligue contre le cancer fait une manifestation où il y a le fameux Colontour, allez visiter le Colontour. On rentre comme dans un tunnel, comme si on était dans un colon avec des gens de la Ligue, des médecins, des personnes qui expliquent un certain nombre de choses. C'est quand on est rentré dans le Colontour et qu'on est sorti de l'autre côté, on n'est pas le même. Donc,
hommage à la Ligue contre le cancer et à ce fameux Colonto. Justement, j'en profite pour vous remercier, Dr Sablier. Je me rappelle à Mornalo, vous nous avez accompagnés lors d'une vidéo pour expliquer justement les différentes étapes, la formation du polype, l'apparition, tout et tout. Donc au nom de la Ligue, nous vous remercions justement d'avoir participé à cette vidéo explicative pour dédramatiser vraiment, tout à démystifier. Fait. Ça aide à dédramatiser. C'est important. Le deuxième petit mot, c'est pour aller dans le sens de Morgane. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup d'antioxydants, et puis accepter de changer les modes de cuisson. On ne va pas dire de manger bio, je ne sais pas ce que ça veut dire, manger bio, mais il faut faire attention à la qualité de ce que l'on met dans l'assiette. Voilà. Tout simplement, consommer local. Mais Docteur voilà, Morgane. et je vais m'arrêter. Docteur Morgane, Anila Nelson, un petit mot de la fin. Alors, merci Brigitte pour cette invitation et merci à tous pour cet échange. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais dépistage, allez-y, c'est important, c'est indolore, c'est gratuit, il faut le faire, on peut vous guérir. Et en cas de doute, il ne faut pas rester dans le déni. Il ne faut pas rester dans la peur, il vaut mieux prendre les choses en charge tôt, parlez-en aux professionnels de santé, nous sommes là pour répondre à vos questions, d'une part, pour vous aider, et puis pour vous soigner correctement, en Guadeloupe aussi. Vous allez revenir si je vous invite à Santé 10. Oui, je reviens. Avec plaisir, Brigitte. Merci, docteur. Et puis, docteur Hotz, Joël. Quand je vous ai écouté, ça m'a inspiré. Donc, je voulais remercier encore Marie-Paul pour l'initiative de nous avoir tous réunis sur ce plateau. J'ai eu le plaisir de faire la connaissance du docteur Sablier. Et pour vous dire qu'en fait, on a beaucoup parlé de chiffres, de techniques, de pourcentages, etc. Mais on a tous un intérêt commun, c'est vous, c'est les patients, en fait. On a tous travaillé aujourd'hui, on a eu de longues journées, et pourtant, on vient avec plaisir pour vous parler, reparler boulot à la télé. Donc, voilà, la prise en charge du cancer, c'est aussi une alliance thérapeutique. Il faut que vous sentiez en confiance avec votre médecin de ville, avec votre médecin spécialiste, avec votre chirurgien, votre oncologue radiothérapeute. Alors Vincent et moi, en première ligne, en contact avec les patients, mais c'est super important. Donc, on est là vraiment pour vous. Brigitte demandait comment on pourrait faire mieux. En fait, on a besoin que la population s'implique. Et votre santé est notre priorité. Voilà, c'est très très bien. Alors, est-ce que Dr Joël Hotz, oncologue, radiothérapeute, je sais que ça n'a rien à voir avec la thématique du cancer colorectal, est-ce que ça laisse un tout petit peu de temps à notre chanteuse baronne? Non. Oui, si, un petit peu quand même. Oui, bien sûr. Parce que c'est très très important. Hein, ça très permet important. De bien décompresser après des longues semaines. Et d'ailleurs, je profite pour faire passer un message. Donc, on a besoin de médecins. Voilà. Donc, Morgane et moi, on était au lycée ensemble et on est rentrés toutes les deux en 2022. Donc, vous voyez qu'on est hyper motivés, voilà. Donc, j'espère qu'on vous a donné envie déjà de venir, d'être plus en lien avec vos médecins et aussi parler autour de vous, dire que ça bouge. Et assurer la relève. Assurer la relève. Ça, c'est bien dit. Ce sera le petit mot de la fin. Merci à Jordan ce soir pour la réalisation de cette émission. On s'excuse, on a dépassé de beaucoup. On s'excuse du côté du collègue de Zone Rouge que vous allez retrouver dans un court instant. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre thématique. Vous le savez, votre santé est une priorité.